Matryoshka. Flore Vasseur, merci d'être avec nous. Et alors, j'ai regardé votre film et on va le regarder ensemble tout à l'heure, qui est très important. Il a été projeté pour le Festival de Cannes. Il a été nommé pour les Césars en 2022. Donc, il a quand même une résonance qui est très importante pour défendre une cause. Mais pour rebondir sur ce que disait Yvan Bourgnon, sur nettoyer les mers et les océans de sa pollution plastique et par conséquent d'ailleurs ces terres aussi, puisque ces plastiques investissent finalement tout le vivant, hein, partout. Dans le film Bigger Than Us, ces causes qui semblent bien plus grandes que nous, alors qu'on est tout petit, tout jeune, ou tout simplement un individu qui est tout petit sur la planète, vous avez aussi suivi un personnage, une jeune fille, qui, au départ, à Bali, s'intéressait à cette cause plastique. Oui, moi, c'est mon... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On vous entend. Merci de me recevoir. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous revoir. Moi, je suis partie effectivement d'un premier travail que j'avais fait avec Melati en 2016. Qui est cette jeune fille? Voilà, Melati Wijzen, c'est... bah, dis donc, c'est la seule qui n'est pas. Bon, bah, c'est celle qui est sur le mur. En équilibre. En équilibre, précaire, comme nous tous. En fait, Melati, depuis l'âge de 12 ans, s'est mis en tête de faire interdire les sacs plastiques sur son île. Parce que bien sûr, il faut collecter, bien sûr, il faut changer les habitudes, et puis il faut passer des lois pour arrêter ces trucs-là, quoi. Et elle a mis 6 ans, mais la loi est passée. Sachant qu'il y avait, enfin, pour Bali, effectivement, il y avait un enjeu, il y a partout un enjeu économique énorme, puisque 70% de l'île, du revenu de l'île fonctionne avec le touriste. Et le tourisme n'a pas envie d'avoir... voilà. Donc il y avait un vrai... Le gouvernement l'a fait parce qu'il y avait un vrai impact direct. Bien sûr. C'est quand même toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que quand vraiment ça commence à toucher le business, tout à coup, bizarrement, ça bouge. Donc elle a réussi. Moi, je l'ai rencontrée en 2016. Ça faisait déjà 4 ans qu'elle rameutait toute son île. Elle a vraiment beaucoup d'impact dans la région et en Indonésie en tant que telle. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas le temps, enfin, qu'elle était persuadée qu'on était dans une course contre la montre, qu'on ne gagnerait pas. Donc je ne sais pas. Et qu'elle était trop seule. Ça faisait déjà 4 ans qu'elle agissait. Elle en était à son 2e burn-out. Donc effectivement, mon film part du plastique. Mais c'est un film qui part de l'engagement des jeunes sur tous les grands enjeux contemporains. Bien sûr, la pollution, le climat, mais aussi la liberté d'expression, la condition des filles, la justice sociale, les inégalités, l'ultra-pauvreté, la sécurité alimentaire, etc. Et tout ça, je complète pour qu'on suive bien ce que vous dites, c'est au travers de différents parcours de jeunes. C'est-à-dire 6 personnes-là qui sont engagées, comme Melati, depuis souvent d'ailleurs l'âge de 12 ans. Alors j'aimerais bien parler avec le philosophe pour savoir si il y a quelque chose autour de cet âge. Ouais, mais je pense qu'enfin, au fur et à mesure, je commence à comprendre, mais c'est tout à fait empirique. Mais voilà, c'est des personnes qui, au Brésil, au Malawi, au Ouganda, au Liban, en Syrie et en Indonésie et aux États-Unis, ont vécu dans leur chair, dans la plupart des cas, quelque chose qui était de l'ordre de l'injustice absolue et qui ont dû se mettre à agir pour survivre. Et en faisant ça, eh ben, ils ont embarqué leur communauté et ils ont pu arriver, coucou la mythe, comme quoi il y a des moustiques. Il y a des espèces qui persistent. Voilà, je voulais le dire. Voilà, ils ont réussi à embarquer toute leur communauté et à passer parfois des changements systémiques. Enfin, Memory, c'est quelqu'un qui a changé la constitution à l'âge de 18 ans de son pays pour relever l'âge légal du mariage pour que les filles arrêtent d'être mariées à 14 ans. René, c'est quelqu'un qui a créé un groupe de presse à l'intérieur des favelas qui, chaque jour, permet aux gens d'arrêter d'être stigmatisés parce qu'ils habitent des favelas. Shoot Escal a fait arrêter, a posé des moratoires sur des gisements de fracking aux États-Unis. Melati a fait passer une loi. J'ai continué parce que Memory a sauvé des dizaines et des dizaines de migrants de la noyade. Winnie, tous les jours, apprend aux réfugiés au fin fond de l'Ouganda. Donc là, je peux vous garantir que vous êtes au bout de la route de ce qu'on fait à l'humanité et de l'ultra-pauvreté. Elle les aide tous les jours à relancer les sols, à remettre du vivant, voilà, parce qu'effectivement, l'industrie pétrochimique, l'agriculture pétrochimique, a complètement tué les sols. C'est 84% des sols en Afrique.
Voilà. Donc, on est sur des combats fous avec des personnes qui arrivent à changer les choses. Qui font ça avec rien du tout. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez de commun dans ces différents parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun ou finalement, il suffit juste de vouloir, dès l'âge de 12 ans, pour ensuite pouvoir transformer à son échelle le monde? Bon, d'abord, dans 5 cas sur 7, ils ont agi parce qu'il fallait survivre. Donc on n'est pas dans le discours « Ah tiens, je vais faire ça parce que c'est mon devoir, parce que j'ai une responsabilité ». Enfin, tout ça, ça ne marche pas. C'est une urgence du vivant. Il faut qu'on arrête de parler de l'engagement comme ça. Parce que, quelque part, vous êtes voué à vous cogner un mur qui sera la fatigue, l'ego, etc. Donc eux, ils ont agi parce qu'ils avaient... D'abord, c'était un réflexe de survie. La question, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on aille jusqu'à cette situation gravissime pour aussi avoir envie de se mettre en route? Là aussi, j'aimerais bien votre avis. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'en faisant ça, quelque part, ils se sont révélés à eux-mêmes. Et je pense que, Victor, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que l'engagement, c'est tout à coup presque un chemin, c'est vers soi, mais vers les autres. Et ils m'ont tous dit, finalement, en faisant ça, j'ai rencontré une communauté de gens comme moi qui partageaient quelque chose de l'ordre de l'appel, l'envie, le désir, la communauté de valeurs, etc. Et ce n'est pas nécessairement identifié dans la société. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Quand c'est Marie qui dit, finalement, je fais ça parce que j'ai rencontré ma tribu. La troisième chose qu'ils ont rencontrée, et ça, c'était la chose la plus bouleversante, en fait, que j'ai, moi, trouvée. Victor a vu le film, donc je sais que c'est peut-être quelque chose que tu vis aussi en ce moment. Et en fait, ils ont trouvé la joie. Et profondément... Une forme d'espoir du mouvement. C'est pas seulement l'espoir, parce que c'est Mohamed qui dit... donc Mohamed a créé une école à la frontière du Liban et de la Syrie dont il était chassé. Il est arrivé là à l'âge de 12 ans avec sa famille. Il a tout perdu et il a été balancé dans les camps qui sont à la frontière libano-syrienne. Et il a arrêté l'école. Il était déscolarisé comme la plupart des enfants réfugiés. Sauf qu'il a dit c'est pas possible en fait. Et il a créé sa propre école. Et aujourd'hui, chaque jour, il y a 200 enfants. Même si le pays est en train d'imploser dans tous les sens, il y a 200 enfants syriens qui vont à l'école chaque jour. Et alors, c'est pas l'école en disant « Ah, ça va devenir, il faut qu'il apprenne l'algèbre, les trucs ». En fait, ça n'a rien à voir. L'école, c'est un moment où, tout à coup, vous récupérez un rapport au temps. Parce que quand vous êtes dans un camp, vous n'avez plus la notion du temps. Vous récupérez un rapport à l'autre. Vous arrivez dans un endroit où c'est sûr, où les gens sont bienveillants, où ça ne va pas s'effondrer. Donc c'est énorme en fait. Et on ne communique pas beaucoup là-dessus. Et Mohamed me disait, moi, je ne suis pas là pour sauver le monde. Hein. Tout ce que je veux, c'est que tous les jours, les enfants aient un tout petit peu de bonheur. Et donc mon rôle, c'est de donner un tout petit peu de bonheur aux gens autour de moi. Quand vous avez une leçon comme ça sur l'activisme, on voit qu'on n'est plus dans les grands discours, etc. On est au cœur et à l'os, j'ai envie de dire, de ce que ça veut dire de s'engager et d'être ensemble. Et si je peux finir là-dessus, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui nous est demandé dans tous les sens, quoi. Le confinement, la pandémie, c'est cette espèce de retour à nous, en fait, et à notre interconnexion. Absolument. De la même manière que tous les problèmes sont interconnectés. Enfin, moi, j'en ai fait 7, mais voilà, tout est éminemment lié. Il y a cette prise de conscience, vraiment, et je ne sais pas si on va réussir à contrer ces effets de seuil. J'en sais rien. Ma fille est dans la salle, donc je vais dire oui, bien sûr. Mais d'ici là, en fait, il y a quelque chose à vivre, en fait, qui est vraiment de l'ordre de, tu sais quoi, tout ce qu'on nous a dit, ça marche pas. Ok. Essaye plus de te battre contre, en fait. Ça sert à rien. C'est pour ça. Moi, j'étais plutôt mal à l'aise avec ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est une perte d'énergie, en fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, en fait. Voilà. Comment on crée du commun. Qu'est-ce qu'on fait pour ? Et même si c'est désuet, même si on considère que c'est perdu d'avance, même si effectivement c'est pas juste que ces trucs-là existent. Ouais, mais bon,
pour avoir essayé de dénoncer tout ce qui se passe pendant 15 ans et on s'est rencontrés comme ça. Sur la bande à Bono, sur France Inter. Absolument. Ça sert à rien en fait. On nourrit la bête. Le système broie du noir, il se nourrit de votre noir. Vous devenez vous-même noir. La question c'est où est la lumière, où est le génie, où est l'envie de vivre. Voilà. Merci Flore Vasseur. Du génie, on en a parlé aussi hier avec Étienne Klein. Peut-être Dominique Bourg, si vous voulez réagir aussi à quelques points échangés. Ça m'a vraiment fait penser à un très beau livre de Michel Terechenko où il relate comment ça se passait au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre et comment les gens aidaient, si vous voulez, sauver des juifs, là, pour le coup. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que c'est pas un engagement, c'est pas quelque chose de réfléchi. Ça vient du fond de vos tripes et on y va et on ne se pose pas 30 secondes le problème, on y va. Et dans les histoires que vous racontez, on sent la même chose, quoi. Ça vient de très très profond, c'est très fort, ça porte ces gens-là avec une niaque assez extraordinaire et dans des conditions vraiment plutôt désespérantes. En tout cas pour la Syrie, là, ça doit être le désespoir total. Et ça, effectivement, ça ne s'invente pas, quoi. C'est du plus profond de vous-même, c'est tout. Victor, oui, pardon, Flore. Non, mais en fait, je voudrais juste reboucler avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le vivant et la disparition du vivant. Avec ce film, effectivement, j'ai eu la chance de faire tout ce que vous avez dit, mais surtout, j'ai la chance d'aller quasiment tous les jours dans des collèges et des lycées avec des professeurs qui organisent des projections du film et après, on discute. Et ce que je vois est à rebours de tout ce qu'on raconte sur la jeunesse aujourd'hui. Sur une jeunesse qui serait déconnectée, décérébrée, irresponsable, etc. Ce que je vois, c'est pas ça. C'est une envie de vivre incroyable. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'ultra-connexion entre ces personnes du film et cette génération. Parce qu'en fait, et ils me disent souvent, mais on ne me raconte jamais ces histoires-là. On dit toujours, c'est impossible, c'est compliqué, c'est difficile, il va te falloir du temps, de l'argent, des moyens, des réseaux, etc. Déjà, le film montre que c'est pas du tout vrai. Et surtout, on a cette vision qui viendrait dire que tout engagement est un peu futile. En fait, c'est pas valorisé dans une société, et encore moins dans une cour de récréation. Mais moi, mon combat, c'est de changer la conversation dans la cour de récréation, parce que je pense que si elle change là, alors tu n'auras plus de problème avec Pécresse. Mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas là, en fait. Et j'ai l'impression que tu parles de ce que tu fais, de ce qu'on fait tous, j'ai l'impression que le combat, il est là. Et que sur les générations au-dessus, peut-être, il y avait vraiment cette question, les 94% des personnes disent que le climat, c'est important. Bah ouais, on le voit dans la campagne, on le voit dans les actes. Bah ouais, mais pourquoi les comportements ne bougent pas ? Bah, j'ai l'impression que sur cette génération, qui est la tienne, en fait, il y a juste besoin d'un petit déclic, et surtout que nous, les adultes, on dise, ouais, ta colère, elle est OK, et tu sais quoi, je vais la protéger. Je vais la protéger, je vais la permettre. C'est exactement tout l'enjeu du festival Génération Matriochka, justement, de recréer ce dialogue. Victor, peut-être une réaction à tout ça, et en plus vous avez vu le film que tout le monde s'apprête à voir. Alors, par rapport à cette capacité d'agir, finalement, cette ressource que vous avez peut-être aussi pour arriver à être entendu, ce petit curseur à bouger. On a parlé de joie de vivre et je pense que c'est ça. Il y a aussi chez les jeunes énormément d'éco-anxiété, de choses comme ça. Et l'anxiété, c'est quoi ? C'est la même qu'on a avant de monter sur scène sur un truc, là par exemple. Voilà. Et dès qu'on monte sur scène, dès qu'on prend la parole, c'est parti. C'est passé. Et que ce soit, ouais, c'est ce qu'on disait, rien n'est dérisoire. Moi, ça va de... planter un framboisier et le bonheur de voir des framboises qui poussent, de voir des papillons, de voir des animaux comme ça. Et on parlait de la valeur du vivant aussi, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que ça. Dans je ne sais pas combien de temps, s'il n'y a plus de papillons, on se dira, mais il n'y avait rien de plus précieux que toutes ces formes de vie. Et pour revenir à la joie de vivre, moi, c'est ça. J'ai aussi beaucoup, et j'ai eu des petits moments très, très difficiles face à ça, parce que quand on est en 2014-2015, chez les jeunes, on est très très loin de comprendre ce qui se passe au niveau climatique et personne n'en parle. Et donc du coup, moi d'un côté, je rentrais le soir, j'allais sur Internet découvrir des choses, ouvrir des livres, etc. Et je voyais l'urgence de la situation. Et de l'autre côté, il y avait cette dissonance entre ce que je vivais normalement, et on en parle un peu avec Don't Look Up aussi, c'est ça, c'est
tout le monde continue de vivre comme s'ils étaient dans la tête. Donc, une sorte de société du spectacle qui étouffe tout. Et donc, du coup, moi, j'ai vécu ce moment extrêmement down de qu'est-ce que je vais faire. Je suis tout seul, voilà, il y a des moments un peu difficiles. Et après, en fait, finalement, ça s'est très vite transformé en action. Moi, le bonheur de créer des tracts en disant, OK, le Nutella, les Oreos, c'est de l'huile de palme, donc ça déforeste. Donc, du coup, je suis allé les donner, etc. Et ça commence par ça. Bon, ça, c'était... j'avais 13-14 ans. Après, ça s'est transformé en on va créer des associations, on va créer des choses, on va créer le Relais Jeunes, on va aller marcher partout en France pour se mobiliser. Et en fait, c'est ça, c'est la joie de vivre, au final. Et je pense qu'on ne donne pas aussi envie aux gens de s'engager, enfin, de changer les choses. Parce qu'on a l'impression qu'on va arrêter de vivre. Parce que d'un coup, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger des animaux, il faut arrêter tout ça. Et on dit, mais waouh! Et moi, j'ai tellement de personnes qui m'ont dit, mais voilà, quand je parlais de Noël avec ma sœur, qui me dit, mais attends, mais on va pas arrêter Noël. Et c'est juste une autre manière de faire les choses. Et au contraire, on va commencer pour moi de vivre. Et j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre à partir du moment où, je sais pas, j'ai commencé à créer une forêt-jardin ou à aller voir des agriculteurs, aller, OK, comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et là, j'ai l'impression de vivre. Et là, j'ai ce moment de, OK, on peut faire les choses. Et c'est pas un fatalisme, c'est plutôt un challenge. Et ça donne envie, en fait. Et je trouve que c'est la meilleure chose d'avoir un plan aussi. C'est ça. Face à tout ce qui se passe, on peut très vite rester là et se dire mais c'est horrible, on est foutu. Mais si on a juste notre petit plan à nous et notre petite graine à apporter, moi je sais que c'est peut-être genre juste lancer une petite ferme de permaculture et me dire ok, moi j'ai mon plan, c'est cool. Et ça fait du bien au fait finalement de savoir que moi j'ai ma petite solution qui me convient à moi. Et après il y a plein de choses à voir au niveau sociétal, mais voilà. Merci Victor, enfin en tous les cas bravo. Ce qu'on entend aussi sur ces recherches d'équilibre, et on va boucler là-dessus, et ça revient sur l'image de Melati qui est justement en équilibre sur ce mur, c'est que c'est quand même dans le mouvement qu'on retrouve l'équilibre. Alors merci beaucoup à vous, merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à Génération Matrioshka, à ces échanges, à la fois parfois qui s'entendent, parfois qui dissonnent, mais en tous les cas, c'est aussi ça qu'on arrive parfois à transformer le combat en débat. C'est tout l'enjeu. Tous les partenaires sont affichés derrière vous. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Et puis, voilà, si vous voulez savoir qui je suis, vous regardez sur Internet. Je vous remercie infiniment à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous pendant ces 4 jours. Ça a été un moment merveilleux et je crois vraiment en cette capacité de nos différentes générations et de nos différentes différences à arriver à un moment s'accorder et trouver un langage commun, même si parfois on ne se comprend pas, c'est normal, c'est le propre de toute langue. Merci infiniment à l'équipe de Matrioshka qui a été absolument merveilleuse. Fanny Postic, que je demande à venir sur scène pour venir tirer une révérence gracieuse. Si elle était par là, ce serait merveilleux. Audrey de Garidel de So Impact qui veut bien venir sur scène aussi. C'est nous 3 qui avons créé ce festival à l'aide de Ground Control, à l'aide de Cassandre qui est notre apprentie et qui travaille avec nous depuis 1 an. Merci de venir sur scène. À l'aide de Barbara qui est en école à Sub de Pub avec Cassandre et qui a donc prêté main forte pour ces 3 jours. Avec Romane qui l'a fait par téléphone parce qu'elle s'était cassé le pied. Avec Louise qui est par ici aussi et qui va venir tirer aussi sa révérence pour qu'on la salue, qu'on la remercie et qui, elle, en école de théâtre et qui nous a accompagnés pendant l'événement. Merci à Corentin qui fait les interviews qui sont sur le petit mur qu'on a installé là-bas. Merci à Titouan qui est derrière la caméra et qui est ici, qui va nous permettre de partager ces images sur notre chaîne internet YouTube qui s'appelle Matrioshka, sans A à la fin, qui vient des poupées russes et qui fait qu'on a tous reçu quelque chose, tous quelque chose à transporter et à transformer et à partager. Merci à vous d'être toutes nos Matrioshka. Et je donne maintenant la parole à Melati, qui est donc le personnage phare du film de Bigger Than Us et qui dit « Cette chose qui nous dépasse et que nous combattons, c'est nous-mêmes. » C'est parti. Matrioshka.